Alors, ce rapport faisait suite à une demande du Premier ministre qui, après l'accident de Fukushima, a ordonné un audit de la sûreté de toutes les installations nucléaires françaises vis-à-vis des risques que pourrait représenter un événement extraordinaire comme celui qui s'est passé lors du tsunami qui a eu lieu au Japon. Pour réaliser cet audit, donc les exploitants nucléaires, donc EDF, le Areva, le CEA, notamment, ont mené une sorte d'examen interne, d'auto-examen, d'auto-analyse de leurs installations. Ils ont transcrit ces observations dans des rapports qui ont été transmis à l'autorité de sûreté nucléaire. Et l'autorité de sûreté nucléaire, pour savoir comment se prononcer sur ces constats faits par les exploitants, a besoin d'un avis d'expertise. Et ça, c'est le métier de l'IRSN. Donc, nous sommes, nous, l'IRSN, l'expert public national des risques nucléaires et radiologiques. Et donc, lorsque l'autorité administrative est saisie de dossiers, de demandes d'autorisation, de modification d'installation ou d'une demande du gouvernement, comme c'est le cas là, eh bien, il demande à l'IRSN de mener une analyse critique des positions des exploitants afin de pouvoir prendre position. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons dépensé plus d'une centaine d'ingénieurs pendant 3 mois, le temps d'ingénieurs pendant 3 mois pour analyser à la lumière de nos propres connaissances, de notre propre jugement sur ces affaires, ce qu'avaient indiqué dans leur rapport les exploitants. Nous avons remis notre propre rapport début novembre, qui a été rendu public. Il est disponible sur le site internet de l'IRSN et de l'ASN d'ailleurs. Et l'ASN a repris la plupart de nos recommandations et les a donc inscrites dans son rapport, transmis au gouvernement. Et ce rapport est également donné aux exploitants avant qu'une décision soit prise, une décision formelle, pour imposer un certain nombre de modifications des installations. Alors, ce que révèle le rapport de l'IRSN, ce que révélait déjà un certain nombre d'observations faites par les exploitants, et ce que confirme le rapport de l'ASN, c'est que les installations nucléaires françaises, premièrement, ont un niveau de sûreté élevé par rapport à ce qu'on peut voir dans certains pays étrangers, par exemple le Japon, pour une raison simple, c'est que depuis leur construction, pour certaines il y a près de 30 ans, on n'a jamais cessé de les améliorer. C'est-à-dire qu'il y a en France une approche de la sûreté qui fait qu'au fur et à mesure que des connaissances nouvelles arrivent, que des expériences, des accidents se produisent dans tel ou tel pays, on en tire les conclusions et on impose des modifications des centrales existantes. Donc les centrales nucléaires françaises, d'après nous, l'IRSN, et cette position a été reprise par l'ASN, ont un niveau de sûreté tel aujourd'hui que les événements survenus à Fukushima ne nous amènent pas à conclure il faudrait arrêter prématurément, c'est-à-dire dans peu de temps, telle et telle installation. Donc, de notre point de vue, toutes les installations qui sont aujourd'hui autorisées à fonctionner ont un niveau de sûreté correct et il n'y a pas de raison de court terme de les arrêter. Deuxième conclusion, qui paraît en contradiction avec la première, mais qui ne l'est pas vraiment, c'est que malgré tout, les conditions extrêmes, absolument extraordinaires, qui ont été rencontrées au Japon, auraient aussi des effets très graves sur les installations françaises. Donc nos installations françaises ne sont pas conçues pour résister à des événements naturels d'une ampleur inimaginable. Et donc là, il y a une toute petite impasse que l'IRSN propose de combler, et c'est également ce qu'a repris l'ASN en imposant de nouvelles mesures de sûreté pour protéger les fonctions vitales de sûreté des installations vis-à-vis de tels risques de très grande dimension. Une installation nucléaire est une usine très complexe et évidemment, si sa construction est basée sur un certain nombre d'hypothèses de dimensionnement. Des hypothèses internes qui dimensionnent les cuves, les combustibles, etc., les circuits de refroidissement, et des hypothèses externes, c'est un séisme maximum qu'on retient, un niveau d'inondation, des vents, voilà, un certain nombre de conditions naturelles, si vous voulez, qui sont retenues comme hypothèses permettant de dimensionner l'installation. Et ce qui a été constaté, donc ces 6 hypothèses ne sont plus remplies, c'est-à-dire si des contraintes dépassent de beaucoup ce pourquoi l'installation a été conçue, évidemment l'installation va avoir des difficultés.
Et pour ça, on ne peut rien y faire. Donc, ce que nous préconisons, c'est de rajouter un nouveau module de sûreté nucléaire, si vous voulez, ce qu'on appelle le noyau dur, et qui permettrait non pas de sauvegarder toute l'installation, ça ne serait pas possible en cas de cataclysme, mais de sauvegarder les fonctions vitales de sûreté qui feraient qu'il n'y aurait pas, il y aurait un accident, mais il n'y aurait pas de rejet de radioactivité massif à l'extérieur, parce que les fonctions vitales de sûreté seraient quand même maintenues. Il s'agit d'être absolument certain qu'on arrête la réaction de fission, ça c'est la condition numéro 1, et qu'on n'ait plus de recriticité ensuite. Deuxièmement, que l'on évacue la chaleur, puisque même un réacteur nucléaire présente le gros inconvénient que même après avoir été arrêté, il continue pendant des semaines à produire des quantités de chaleur qui ne peuvent pas s'évacuer par simple refroidissement naturel. Il faut refroidir en amenant de l'eau froide ou un autre liquide, convection, mais l'eau va très bien. Et cette eau doit elle-même être refroidie. Et ça suppose aussi donc, la disponibilité de moyens électriques pour faire tourner des pompes. Et voilà les trois facteurs qui doivent être assurés, avec le dernier qui est le maintien du confinement, c'est-à-dire s'il y a des matières radioactives, des gaz radioactifs dans l'enceinte, évidemment, il ne faut pas que cette enceinte s'ouvre prématurément, donc il faut qu'on puisse filtrer ces rejets de telle sorte que la radioactivité à l'extérieur reste acceptable. Ces mesures sont évidemment coûteuses, il s'agit d'investissements dans des bâtiments, de consolidation ou de construction de nouveaux bâtiments. Il s'agit également de matériel, donc on parle de nouveaux moteurs diesel qui soient indépendants avec leur système de stockage de carburant. On parle de salles de contrôle excentrées permettant de piloter ces fonctions de sûreté sans être dans la centrale, parce qu'on peut imaginer, comme on l'a vu à Fukushima, que la présence d'opérateurs dans la centrale puisse être rendue difficile. Donc il s'agit d'investissements coûteux pour le public, évidemment. On parle de milliards d'euros pour le parc des 58 ou 59, en y incluant l'EPR, donc 59 réacteurs. Voilà, ça se chiffre, l'unité de compte, c'est le milliard d'euros, donc il faudra plusieurs milliards d'euros. On ne sait pas combien. EDF, évidemment, c'est à eux de chiffrer, de faire des propositions opérationnels et qui seront ensuite évalués à nouveau par l'IRSN. Voilà, donc l'ordre de grandeur, c'est une dizaine de milliards d'euros, par exemple. Alors c'est un chiffre très important. En même temps, c'est un chiffre qui est supportable par l'industrie nucléaire française. Quand on regarde le coût d'investissement que représentent 58 réacteurs, quand on regarde le chiffre d'affaires de la production d'électricité française et la période d'amortissement, ça c'est un point très important, de cet investissement complémentaire qui serait accompli, c'est-à-dire il faut qu'on puisse amortir cet investissement sur de l'ordre d'une vingtaine d'années. À ce moment-là, on arrive à des chiffres qui, sur le plan économique, ne posent pas de problème, ne déséquilibrent pas, si vous voulez, le coût de fonctionnement de la filière électronucléaire française. C'est une proposition qui a été faite par EDF, qui est intéressante, et qui consiste à dire, si l'installation a perdu ses fonctions vitales, il y a un délai de grâce de quelques heures pendant lesquelles l'échauffement va se produire, et si on arrive à rétablir de l'électricité, à rétablir la maîtrise de la pression dans le confinement, suffisamment de temps pour que des moyens extérieurs puissent être amenés physiquement sur le site, alors on pourra gérer l'accident. Notre conclusion à nous, notre analyse, c'est qu'on ne peut pas être absolument certain que ces moyens extérieurs arriveraient suffisamment vite pour être à l'intérieur de ce délai de grâce à l'expiration duquel, sans intervention, l'installation n'est plus contrôlable, qui peut être seulement de 7 ou 8 heures dans certains cas. Et les hypothèses d'arrivée de camions ou d'hélicoptères de brancher ces installations. Donc nous estimons que c'est une mesure utile, qu'elle n'est pas suffisante et que l'installation elle-même doit être rendue plus robuste vis-à-vis de ces risques. La loi qui a été votée en 2006 par le Parlement, la loi Transparence et sur sécurité nucléaire, donne des pouvoirs à l'autorité de sûreté nucléaire, non pas à l'expert que nous sommes, nous faisons des recommandations, mais l'autorité de sûreté nucléaire a un pouvoir régalien et elle peut imposer des modifications
aux installations, et si ces modifications n'ont pas lieu, elle peut retirer le permis d'exploiter. Donc ça veut dire aboutir à la fermeture d'installation si les mesures préconisées ne sont pas mises en œuvre par les exploitants. Les prescriptions de l'ASN sont suivies, et c'est pour ça que je vous disais que depuis 30 ans, un certain nombre de modifications ont été faites. Évidemment, ça a toujours été négocié, c'est l'exploitant, c'est EDF qui fait ses travaux, donc qui les conçoit, etc. Mais il y a eu historiquement des pressions importantes qui ont été exercées à travers des décisions, même avant que cette loi de 2006 n'existe. Il y a eu les décisions de l'administration pour renforcer la sûreté ont été suivies des faits. Le seul bémol que je ferai, c'est que les recommandations de l'IRSN, elles, n'ont pas toujours été reprises par l'ASN. Elles le sont très généralement. Il y a parfois des exceptions, et en particulier sur les séismes. Parfois, certains responsables estimaient que nous exagérions un petit peu et que EDF n'était pas prêt à réaliser un certain nombre d'investissements, d'ajustements vis-à-vis du séisme. Et sur ce plan-là, nous n'avons pas toujours été suivis. Mais c'est un peu une exception. Et en règle générale, les recommandations de l'IRSN sont suivies par l'administration et donc sont suivies des faits. Sans risque, je ne dirais pas cela, parce que le risque zéro n'existe pas et que toute la vie de l'homme est pleine de risques de toute façon. Donc des risques dans l'environnement familial, les risques pendant les vacances, les risques au bureau. Donc nous vivons dans le risque, et la question, c'est le management des risques. Ce n'est pas l'absence de risque, la recherche de l'absence de risque, c'est quelque chose qui ça n'est même pas souhaitable, je dirais, puisque c'est impossible à atteindre, sauf à ne plus rien faire. Et encore, on peut recevoir un météorite sur la tête. Donc les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce travers. Donc il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'énergie sans risque. Les barrages peuvent lâcher, les centrales à gaz peuvent aussi subir des incendies. Donc les installations nucléaires, avec l'historique que nous avons maintenant, elles sont beaucoup mieux protégées qu'il y a 30 ans contre les incidents internes. Les opérateurs ont appris également à bien déchiffrer toutes les indications pour bien gérer une situation incidentelle. Des exercices ont lieu chaque année en France. Et avec ces nouvelles mesures, il y avait un créneau, comme je le disais tout à l'heure, qui n'était pas bien couvert, qui est extrêmement peu probable, mais qui n'est pas complètement impossible. Ce sont des événements naturels qui seraient d'une ampleur plus considérable que ce qui avait été retenu comme hypothèse lors de la construction. Une fois que ça aura été fait, ça sera dans quelques années, nous aurons encore gagné en sûreté et nous aurons un appareil productif d'électricité qui, je crois, c'est ma responsabilité d'expert de l'IRSN de dire cela, sera dans une situation raisonnablement sûre par rapport à d'autres types d'activités humaines, d'autres types d'activités industrielles, d'autres types de fonctionnement de la société. Alors le risque terroriste, il n'a pas été pris en compte dans les audits ordonnés par le Premier ministre après Fukushima. Fukushima était un événement naturel. Le cahier des charges européen porté sur l'examen des comportements des centrales vis-à-vis de ce risque-là, ça ne signifie pas que le risque de terrorisme n'est pas traité par ailleurs. Il l'était déjà avant Fukushima. Je veux dire, il y a un travail de rénovation de la réglementation en matière de sécurité nucléaire qui a été accompli, par exemple, par les ministères de l'Industrie et de l'Environnement. Donc c'est un travail auquel l'IRSN, puisque l'IRSN est également expert dans ces domaines-là. Donc nous avons contribué à ce travail. Ces nouvelles réglementations vont aboutir à un renforcement des dispositions de sécurité à l'intérieur des centrales nucléaires. De sécurité pour, d'une part, empêcher le vol de matière nucléaire et d'autre part pour empêcher des agressions malveillantes vis-à-vis des installations. La différence importante de ces aspects-là par rapport à la sûreté, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'en parler pour des raisons évidentes. On ne peut pas décrire sur la place publique ou à la télévision le détail des mesures ou des compléments, des réflexions qui sont en cours, parce que, évidemment, la lutte contre les actions malveillantes suppose pour avoir du succès, d'être entouré d'une certaine discrétion. Mais il faut que les Français sachent que un travail considérable est aussi accompli sur ce plan-là. Des exercices ont lieu, donc c'est traité avec une grande fiabilité également.